Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de me permettre de m'exprimer devant vous, devant ce congrès. Je suis impressionné par le nombre de participants. Moi, je vais essayer de vous dire en quelques mots pourquoi on a constitué cette commission d'enquête, même si chacun peut l'imaginer, et ce à quoi nous sommes arrivés, et peut-être vous dire aussi un mot sur le fait que je suis un peu des vôtres, parce que je suis un biologiste qui travaille encore un tout petit peu. Pas très loin d'ici, à une centaine de kilomètres, dans le département d'Eure-et-Loir, qui est d'ailleurs un des plus sinistrés en termes de désertification médicale. Évidemment, l'accès aux soins, et vous avez très bien repris le titre de cette commission d'enquête qui avait été soigneusement écrit, est un sujet majeur dans la tête de tous nos compatriotes. Surtout d'autant plus que si vous regardez le préambule de la Constitution, elle fait référence à l'accès aux soins. On parle souvent de justice, d'égalité, derrière ces mots tellement dévoyés. Mais c'est vrai que cet accès aux soins, il a régressé. C'est vrai que le reste à charge a régressé, et quelque part, pour un grand pays comme le nôtre, parce que nous sommes un grand pays, comptez pas sur moi pour faire du French bashing, eh bien, ce pays a vocation, me semble-t-il, à apporter à ses ressortissants, à ses compatriotes, la meilleure réponse qu'ils puissent attendre à tout moment, et d'autant plus, ça fait partie des éléments du rayonnement de la France. Et on le doit en particulier à la médecine et à vous-même qui êtes impliqués au quotidien. Donc cette commission d'enquête, 30 députés, toutes sensibilités politiques confondues. On a essayé de ne pas rester dans les lieux communs, de ne pas arriver uniquement sur des mesures de coercition, mais essayer de voir intelligemment comment on pouvait remettre les choses sur les rails, constatant qu'il y avait eu 30 ans d'errement. Quand je dis 30 ans, pas de pilotage des politiques de santé, ou du moins avec des coups de menton. Un coup, on fait sortir les médecins en leur disant « il y a le MICA en 98, partez à la retraite, on n'a plus besoin de vous ». La deuxième fois, c'était on met un numerus clausus extrêmement serré dans cette faculté à Tours, parce que je suis également le père d'une fille qui est radiologue. Il y avait 102 étudiants qui passaient en deuxième année de médecine en l'an 2000 ici, en l'an 2000 dans cette ville. Et on voit donc que ça a été un pilotage qui a conduit là où nous en sommes, où il n'y a pas que le problème de la ruralité, il y a le problème de Paris dans le 20e arrondissement, où il y a un problème d'accès aux soins. Où on a un cloisonnement toujours plus important entre la ville et l'hôpital, alors qu'il faut tout décloisonner. Alors qu'on est allé monter des agences régionales de santé qui sont des États dans l'État, qui à certains endroits apportent satisfaction, mais le plus largement, d'après ce que l'on a pu entendre, c'était plutôt des propos de la part des professionnels que vous êtes, qui étaient pour le moins, et je le vis également dans mon métier au quotidien, on va dire, pas très enthousiasmants pour ces ARS. On a essayé donc de proposer des mesures à court terme, des mesures à moyen et des mesures à long terme. Des mesures à court terme, en deux mots, vous savez que la loi de financement de la sécurité sociale a encouragé de continuer sur le cumul emploi-retraite. Imaginez que dans ce pays, on demande à des médecins à 70 ans de travailler, parce qu'on en manque. Bien sûr, les médecins adjoints, les médecins non thésés, ça c'est une dérogation qui avait été autorisée dès 2017, que l'on puisse proposer à ces médecins-là de venir s'installer, ce qui n'était pas chose simple au départ, 18 mois de bagarre avec l'administration. Les fameux travailleurs non salariés des médecins, qui sont remplaçants, mais qui n'ont pas le véritable statut fiscal qui va bien. Il faut qu'ils viennent remplacer un médecin qui les rémunère. Donc là, on a proposé de mettre quelque chose de différent. Et puis les médecins étrangers, puisque nous sommes un pays dans lequel il y a 12 000 médecins qui ne sont pas inscrits au Conseil de l'Ordre et qui travaillent tous les jours dans nos hôpitaux. Pour certains, ils sont très compétents, d'autres le sont moins, d'autres moins encore. Et là, lorsqu'ils sont très compétents et qu'ils pourraient exercer demain en ville, ils passent ce qu'on appelle le fameux examen anonyme, la PAE, la procédure d'autorisation d'exercice. Mais là, ils repassent par la case départ pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'ils doivent 3 ans à l'hôpital et on ne peut pas les installer en ville. Voilà où nous en sommes. Donc sur ces propositions immédiates, on a essayé d'avancer. Et puis après, vous l'avez dit, madame, en parlant des internes, je les ai rencontrés à de très nombreuses reprises, tous les syndicats, pour voir comment on était capable de recréer une appétence, une attractivité, simplement le désir de s'installer dans un milieu urbain, rural, ou même, je le disais, dans des arrondissements parisiens qui, pour certains, connaissent cette désertification médicale. Donc là, à côté de ces mesures immédiates, naturellement, on arrive sur la formation. Et je suis ravi de voir que ceux qui vont passer derrière moi, je crois qu'on a eu l'occasion de parler quelques instants, il y a une véritable convergence. Cette véritable convergence, elle est qu'il faut sortir les médecins de l'hôpital et du CHU. Il n'y a pas que le CHU. Je suis un ancien de ces CHU parisiens, mais sortons. Et il y a une très belle médecine qu'on peut faire à l'extérieur. Ce qu'il faut en revanche, c'est garder l'adressage, le cordon ombilical,
l'endroit où on peut, si on est dépassé, si on ne sait plus quoi faire. Qu'on passe la main à ceux qui sont capables, naturellement, de prendre le patient en relais. Avec un élément de contexte que vous connaissez tous, c'est que le nombre de médecins formés à l'heure actuelle et le nombre de médecins d'exercice, certes, s'il est un tout petit peu supérieur à celui qu'on avait dans les années 90, à un détail près, il y a 10 millions d'habitants en plus, il n'y a plus de demande de soins, il n'y a plus de pathologies chroniques soignées, il y a une organisation du temps médical, et moi je le comprends largement, qui fait que les médecins n'est plus corvéable à merci tel qu'il l'était auparavant. Il y a eu une forte aussi féminisation, et c'est un atout. Et bien tout cela est une volonté de vivre un peu différemment de ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, qui nous amène, au-delà des mesures immédiates dont je parlais, à travailler sur les mesures concernant les études médicales pour le moyen et pour le long terme. Certes, très bonne mesure prise par le gouvernement, c'est le fameux CTPS, Communauté territoriale des professionnels de santé. C'est la seule chose qu'on ait bien su faire dans le sud de l'Eure-et-Loir. C'est le désert absolu, mais on a une CTPS qui a même été citée en exemple par le président de la République, et qui est la seule mise en réseau possible, et justement de faire en sorte que chacun joue un rôle et soit un véritable maillon solide de la prise en charge. Alors, passé cela, quand je dis qu'il faut sortir les médecins de l'hôpital, oui, alors les internes m'ont dit à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient que dans le cadre de la formation de médecins généralistes, ils souhaitaient passer de 3 années à 4 années. Mais alors à ce moment-là, et c'est vrai que c'est inégal selon les facs, mais vous le direz probablement encore mieux que moi, ici même, il y a quelques années, c'était 6 mois éventuellement chez un généraliste. Nous préconisons minimum 60%, 70%. Vous disiez à l'instant, madame, pourquoi pas tous les stages auprès de généralistes qui prennent du temps, qui ont la compétence, qui ont l'expérience et qui veulent transmettre leur savoir. On parle souvent des artisans qui transmettent, mais c'est aussi un artisan. Et le médecin, avec son expérience, son back-office et son lien avec l'hôpital, eh bien, nous préconisons dans ce rapport qu'on sorte vraiment les médecins d'hôpital. Et qu'on les mette en ville, qu'on les mette aussi dans leur stage qualifiant dans des cliniques de grande qualité. Ça a été tout un combat, une très belle clinique à 50 km d'ici, pour que le stage devienne qualifiant. 1 année et demie de discussion, là encore. Pareil pour les spécialistes. Les spécialistes passent souvent 6 mois, 12 mois maximum chez des spécialistes installés en ville, dans le secteur libéral, alors que, me semble-t-il, ils seraient confrontés à des situations extraordinaires qu'ils ne rencontreraient d'ailleurs pas toujours à l'hôpital et que c'est un véritable complément de formation. Et ce d'autant plus que ça permettrait de dégager de la capacité de formation dans les CHU et de faire en sorte qu'on n'en forme plus, parce qu'on vient de vous annoncer qu'on supprime le numerus clausus, mais personne n'a cru ça une seule seconde. On ne va pas décider demain matin que tout le monde devient médecin parce qu'il s'inscrit en première année de médecine. Qu'il faille réformer les études médicales, qu'il faille moins de mathématiques, mais qu'il fasse un peu plus de sciences sociales, d'humain dans les premières années, bien sûr. Mais de faire croire à des jeunes que tout d'un coup ils vont devenir médecins, je vous assure que ce n'est pas le bon élan qu'il fallait faire passer. En revanche, régionaliser l'offre des formations, plus adapter parce qu'on est capable d'anticiper les départs à la retraite, la volonté des uns et des autres de s'installer à tel ou tel endroit ou d'embrasser telle ou telle spécialité. Ça me paraît essentiel. Donc pour l'aspect formation des études médicales, pour l'aspect universitaire, après des échanges nombreux avec la présidente de la conférence des doyens, je crois que les propositions qui vont se mettre en place vont dans le bon sens de ce décloisonnement, de la même façon que les groupements hospitaliers de territoire ne doivent pas être centrés uniquement sur l'hôpital, mais doivent être ouverts, bien sûr, aux maisons de santé pluridisciplinaires, aux cliniques privées qui sont agréées, bref, à tous ceux qui, au quotidien, jouent un rôle dans l'offre de soins. Mesures court terme, mesures moyen terme, mesures long terme. Alors là, il y a un rôle, je reprends ma casquette d'élu 2 secondes, j'ai été maire d'une commune, vous voyez, on inaugurera une maison de santé dans quelques jours. C'est avant tout évidemment un projet médical, ça ne peut pas être le projet d'un élu, d'une équipe municipale, même si on est en première ligne, on nous dit que le maire, je trouve personne. Non, nous on est là pour apporter l'environnement. Et vous voyez, je suis venu devant les internes de Tours il n'y a pas longtemps, à la demande du doyen. Et on a eu un débat très, très ouvert, très libre, après 10 minutes de propos introductifs. Mais est-ce qu'il y a une école dans votre commune? Est-ce qu'il y a un lycée? Est-ce qu'il y a une vie associative? Est-ce que je pourrais y faire ma vie? Et ce sur quoi nous devons travailler. Moi, j'appelle ça le kit de l'installation, où, vous savez, dans les grands groupes industriels, comment ça se passe? Moi, j'ai la chance d'avoir un grand groupe industriel pas très loin d'ici, qui, lorsqu'il veut accueillir ses ingénieurs,
Ben, ils le reçoivent, ils discutent sur le job, conditions salariales, et puis après ils disent mais il y a quoi à côté? Ça, on doit le professionnaliser. Avec l'Association des maires de France, c'est quelque chose sur lequel on travaille, et je vous invite vraiment à vous rapprocher de l'association d'élus, parce que ça, on doit être en capacité. Nous avons préconisé dans le rapport la création d'internats et d'externats ruraux. Dans la maison de santé qu'on va inaugurer, il y a 2 petits appartements très sympathiques qui permettront à des internes d'avoir un cadre de vie agréable s'ils viennent et de ne pas se retrouver, comme je l'ai été quand j'ai débarqué à Châteaudun un soir de 1987 dans un hôtel un peu moyen, pendant 3 mois avant que je trouve un appartement convenable. Donc tout cela, ça fait partie du cadre où on doit être en capacité de tout ce qui tourne autour de votre métier. En clair, vous occupez de la médecine et on doit s'occuper un peu du reste pour faire en sorte que l'on vous apporte la qualité. Donc vous l'avez compris, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu politique majeur, c'est un enjeu de cohésion même, j'ai envie de le dire, et aussi bien la télémédecine que le dossier médical partagé, les CTPS auxquels je faisais référence, mais aussi l'attractivité de la médecine, l'attractivité financière. Je n'ai pas proposé une seule mesure pour dire donnons 50 000, 100 000, vous savez, comme vous êtes sur les petits jeux, là où vous passez à la case départ, où vous recevez 20 000, vous connaissez tous ça, le Monopoly. Moi, j'ai eu des médecins qui sont venus chercher la prime de 50 000, qui sont repartis au bout de 5 ans. C'est pas ça qu'il faut. Il faut au contraire encourager ceux qui ont pris racine, qui sont là, qui continuent, qui restent 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que sinon, c'est évidemment du vagabondage. D'ailleurs, la Cour des comptes a été extrêmement sévère sur ces propositions-là. En revanche, encourager financièrement, faire sauter une partie administrative tellement compliquée, et d'ailleurs les maîtres de stage me l'ont souvent dit, des complexités qui se sont certes un peu adoucies depuis quelque temps. Mais je voudrais vous dire qu'au travers de la formation, au travers de ce que vous allez leur donner, c'est aussi pour vous, comme maintenant il y a un statut, et c'est récent, il faut le souligner, des généralistes qui peuvent avoir un statut à l'hôpital, à l'université, un véritable statut qui s'est greffé pour eux, au-delà de leur statut de libéral, un statut hospitalier universitaire. Ça n'existe pas encore pour les spécialistes. Et nous le demandons d'ailleurs dans la commission d'enquête parlementaire. Donc le chantier est ouvert. Le chantier nous pourra avancer et on ne pourra apporter des solutions que collectivement, en s'appuyant sur ces 3 piliers de mesures immédiates, de mesures à moyen terme et des mesures de long terme. Mais ces mesures de long terme, elles peuvent démarrer quasi immédiatement sur l'accueil, tout ce qui tourne autour, je l'ai dit tout à l'heure en insistant, sur le fait que, eh bien, c'est à nous à vous donner la possibilité de vous installer dans tous les territoires de France. Sinon, ça sera le seul moyen d'éviter ce qui risque de se passer. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu dans d'autres pays européens, une forme de coercition qui serait à terme contre-productive. Donc on va continuer de travailler, ces propositions sont disponibles, j'espère que j'aurai l'occasion de répondre à quelques questions. Elles ont été le fruit de 6 mois de travail, tout ça a été remis à Mme Buzyn au début de l'été, parce que tous ceux qui voulaient être auditionnés l'ont été, tous ceux qui ne pouvaient pas l'être pour des raisons diverses et variées ont pu apporter leur contribution. Mais ce système, il faut le rebâtir, et la formation, c'est la clé de sol pour faire découvrir ces métiers tellement dévoyés, ces métiers tellement centrales dans la vie quotidienne, parce que vous êtes au cœur de la vie, et au cœur de la vie, il faut des professionnels. Merci.